Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Parfait. Ouais, nickel. Oui, 1, 2, 1, 2. Ils vont... Je sais pas, ouais, c'est bon. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Non? Va falloir qu'on gère ça. Hop. C'est bon? Donc, bonjour à tous. Ingrid de Castro, leader data au sein de Kiabi. Bonjour à tous, Sacha Biperno, consultant data chez Avisia. Merci d'assister à ce retour d'expérience qu'on est très heureux de partager avec vous aujourd'hui. C'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte où il y a une grosse partie de la croissance du retail qui passe par le développement du e-commerce. Donc face aux différents axes de développement, mais aussi la croissance du nombre d'utilisateurs, la stratégie digitale, elle est vraiment au cœur des problématiques de l'entreprise. Et donc, il y a vraiment un fort enjeu de proposer une offre adaptée au web qui correspond aux attentes des consommateurs et surtout qui permet d'atteindre les objectifs de croissance de l'entreprise. Donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui avec Ingrid. Donc, effectivement, on est venu vous parler aujourd'hui d'un outil qu'on a construit et déployé au sein de Kiabi. Alors, on l'a appelé en interne le cockpit de la performance de l'offre sur le digital. Et c'est avant tout un outil décisionnel que l'on utilise pour analyser la performance de l'offre en croisant une multitude de dimensions d'analyse, de data, et qui nous permet de, 1, mesurer la performance de nos produits et 2, comprendre la performance. Donc il ne suffit pas de la mesurer, il faut aussi la comprendre. Quelles sont les raisons de surperformance ou de contre-performance de notre offre. Et cet outil, comme le dit Sacha, s'inscrit complètement dans nos ambitions de croissance extrêmement forte sur le digital et doit nous permettre de changer ce qu'il faut changer, conserver ce qu'il faut conserver concernant notre offre. Tout le challenge de l'outil ne réside pas tant dans l'intelligence data qu'on va utiliser, mais plutôt dans l'adaptabilité de la solution au niveau de maturité data des métiers. Donc on va s'adresser à des métiers dont le cœur de métier n'est pas tant l'analyse, mais plutôt l'expertise produit. Et donc il va falloir rendre pour ces métiers la puissance, la connaissance de la data facilement et rapidement accessible et que cette solution soit utilisable par tous les profils, peu importe le niveau d'aisance qu'ils ont avec les chiffres et avec les outils data. C'est important de revenir un peu sur l'histoire de ce projet. Cet outil, il est né d'une sollicitation spontanée des métiers. Donc il y a quelques chefs de produits qui sont venus nous voir avec un besoin très spécifique et ponctuel. Et le besoin, c'était le suivant. Il fallait être capable de détecter très rapidement et très facilement les offres performantes sur le web pour décider de les déployer ou non en magasin, finalement. Et sur les 7, 14, maximum 21 premiers jours de lancement du produit sur le digital. Et donc, avec Sacha, on a réfléchi à une méthode qu'on a validée avec le métier et en 2-3 semaines, on a mis dans les mains des métiers une solution data utilisable en autonomie par les métiers qui leur a permis de détecter les offres qu'il fallait envoyer sur le magasin, celles qu'il fallait conserver sur le digital, voire celles qu'il fallait complètement supprimer du catalogue de produits. Et nous
rapidement, côté data avec Sacha, on a capté que cette méthode-là, elle pouvait largement être réplicable sur l'ensemble de notre catalogue produit et pas seulement sur le périmètre que l'on nous avait confié et qu'elle pouvait répondre à nos ambitions de croissance sur le digital, à notre problématique qui est cette croissance extrêmement forte qu'on vise dans les prochaines années sur notre e-commerce. Et donc, du coup, on avait besoin de surfer sur un succès pour pouvoir embarquer les métiers avec nous et pour pouvoir développer cette méthode beaucoup plus largement. Et donc, fort de ce succès, puisque ce fut un succès, les métiers ont rapidement pu décider et agir, on a mené des ateliers, donc une multitude d'ateliers avec les différents métiers qui étaient partie prenante. Il y avait l'offre, les métiers de l'offre, le digital, les contrôles de gestion, pour collecter les besoins, pour répondre à une problématique plus vaste que celle qu'on a évoquée, et surtout pour aligner l'ensemble de ces métiers, qui sont tous des métiers différents, sur une lecture unique et commune de la performance, un langage commun, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, et qui soit en fait finalement le trait d'union entre ces différentes expertises. Effectivement, merci Ingrid pour cette mise en contexte. Ce qui nous a guidés vraiment tout au long du projet, c'est la volonté de construire un vrai produit data et pas forcément de répondre à une problématique vraiment ponctuelle. Donc pour ça, on est passé par différentes étapes. L'idée, c'est vraiment de trouver la problématique qui soit profonde, qui soit partagée par différents métiers de l'entreprise, mais surtout de développer une solution qui soit utilisée dans un temps long et qui soit surtout utilisée en toute autonomie par les métiers. Donc il y a quelques étapes vraiment structurantes par lesquelles on est passé. Déjà, vraiment s'approprier une méthodologie vraiment structurante, complexe, pour définir une problématique pertinente et partagée de tous. Ensuite, proposer une solution qui va vraiment permettre de répondre à cette problématique de manière claire, de manière fluide, pour que le métier se l'approprie au maximum. Mais on verra qu'il y a également un troisième élément, même si on respecte ces deux premiers, qui est vraiment indispensable pour faire du projet une solution. Donc c'est vrai que dans nos métiers, on voit souvent beaucoup d'investissements qui sont mis dans des solutions qui sont parfois trop ponctuelles, trop micro. Et donc nous, on a voulu aller à contresens de ce phénomène-là. Pour ça, on a vraiment utilisé une vraie méthodologie d'innovation produit en réalisant, comme le disait Ingrid, différents ateliers métiers. On allait vraiment détecter les pain points, les points de douleur des différents utilisateurs pour vraiment détecter cette fameuse problématique qui sera partagée et acceptée de tous. Donc ensuite, on a concentré tout ça dans un Product Vision Board que vous pouvez voir à l'écran juste ici. Ça nous a permis d'identifier distinctement nos différentes cibles qui avaient elles-mêmes des besoins différents et aussi des enjeux business qui ne sont pas forcément les mêmes. Typiquement ici, si on prend Marie, la chef de produit, Marie, son besoin, ça va vraiment être d'analyser la performance de ses ventes pour construire les collections futures. Ça, c'était un besoin qui était partagé finalement par les chefs de marché, mais également les contrôleurs de gestion, mais pas par les équipes e-store, qui elles avaient plutôt un besoin donc, de mesurer l'attractivité du site internet pour pouvoir ensuite améliorer l'interface client dans le but d'améliorer la conversion des utilisateurs. Donc là, on voit bien qu'on a différents enjeux, différents besoins auxquels on va répondre avec un seul et même produit data qui comprendra un score de performance, comme on le verra tout à l'heure, qui vient classifier et noter les produits en fonction de leur performance, et également une segmentation qui va apporter de l'explicabilité au score de ces produits et qui va également permettre d'explorer d'autres axes de la performance. Maintenant qu'on a vraiment identifié le problème profond qui était vraiment partagé et nécessaire par tous les utilisateurs, il faut quand même respecter quelques principes méthodologiques, notamment en visualisation, pour offrir une solution qui sera vraiment adaptée et qui sera appropriée le plus naturellement possible par les métiers. Donc il y a vraiment quelques principes élémentaires à vraiment retenir. Déjà, on a itéré dès le début pour proposer quelque chose directement au métier, pour qu'ils puissent se projeter, pour qu'ils puissent faire des retours directement, et ainsi maximiser vraiment l'appropriation. Ça permet vraiment d'être au plus proche du besoin et ensuite de développer quelque chose qui du coup conviendra parfaitement aux besoins des utilisateurs. On a également vraiment insisté sur la hiérarchisation de l'information pour avoir vraiment l'information la plus importante, la plus claire possible mise à disposition des utilisateurs. Ça vient ensuite faciliter la prise de décision. On a également mis tous les éléments de contexte nécessaires pour que les utilisateurs ne soient pas perdus au sein de l'outil. Et ça, c'est des éléments qui, de la même manière, vont vraiment aider les utilisateurs à s'approprier l'outil et à vraiment l'utiliser de manière constante.
Et enfin, un dernier point qui est également très important, c'est la consistance. C'est vraiment proposer une expérience qui est homogène, avec notamment des choix de couleurs qui vont venir aider le consommateur, l'utilisateur plutôt, au sein du rapport. Donc avec tous ces principes-là, c'est bien si on les respecte. Finalement, c'est des choses qui sont un peu naturelles, qu'on connaît déjà un peu tous. Malheureusement, elles sont trop peu souvent appliquées, en tout cas dans ce qu'on voit nous. Mais même si on respecte tout ça, l'élément vraiment central ici, c'est que tout ce qu'on développe, ça doit être vraiment activable. Et ça a été vraiment le fil rouge qui nous a guidés tout au long de l'élaboration de la solution. C'est vraiment de proposer des choses qui soient directement activables par le business, sans forcément, comme le disait Ingrid, avoir une culture data extrêmement développée, mais vraiment avoir des choses qui vont générer directement de la valeur à l'entreprise en un minimum de temps. C'est vrai qu'on est souvent tenté par de la donnée qu'on appelle de la donnée à plat, donc avec des tableurs, ce qui se comprend, hein, ça offre une certaine flexibilité, on peut manipuler, on peut transformer la donnée comme on le souhaite. Seulement, il y a quand même pas mal de biais qui peuvent arriver. Typiquement, si on se passe seulement sur les quantités de vente pour détecter la performance d'un produit, on peut s'exposer à différents biais, que ce soit des biais de différents volumes en fonction des catégories de produits. On va aussi passer beaucoup de temps à croiser différents indicateurs et à essayer de croiser tout ça pour tirer une bonne solution. Donc finalement, ça ne facilite pas du tout la prise de décision. Nous, on a souhaité proposer quelque chose de différent. Et donc ça, ce que vous pouvez voir, c'est la première partie du produit data qu'on a développé. Donc si vous regardez plutôt sur la partie gauche, on va retrouver le fameux score de performance qu'on a vu tout à l'heure dans le Product Vision Board. Ça permet en fait d'avoir un indicateur unique pour la prise de décision, tout en rassemblant des indicateurs plutôt complexes qui sont du coup pertinents pour vraiment caractériser de la performance d'un produit. Donc ici, typiquement, les références qui sont plutôt colorées, c'est des références qui ont mieux fait que les autres, mieux fait que les produits similaires. Donc là, typiquement, une chef de produit, quand elle va se connecter à l'outil, elle verra directement ces références qui ont le mieux fonctionné. Si on reprend l'exemple qu'on a vu en introduction, les meilleurs produits qu'on souhaite réassortir directement en magasin, en un coup d'œil, on les voit directement ici. Donc ça a vraiment l'avantage d'utiliser les quelques principes assez simples finalement qu'on a vu tout à l'heure. On a de la contextualisation, on a également une expérience plutôt homogène avec de la couleur qui vient aider pour détecter le plus rapidement possible les références qui fonctionnent. Si on se place plutôt dans un temps d'analyse où on va essayer de s'inspirer des produits qui ont le mieux fonctionné pour construire les collections futures, de la même manière, on a des informations contextuelles avec la photo, on peut directement voir les produits qui ont le mieux performé, on peut aussi voir ceux qui n'ont pas bien marché pour essayer plutôt de s'en éloigner quand on va construire ces collections d'après. Mais ça, finalement, une fois qu'on a informé l'utilisateur de la performance des produits, on sait lesquels ont le mieux marché, ceux qui n'ont pas bien marché. Il y a quand même un deuxième élément qu'évoquait Ingrid en introduction, qui est d'apporter de l'explicabilité. Finalement, comment on comprend sa performance. Donc là, on a finalement croisé le score de performance que vous pouvez voir à gauche. Au-dessus de 50, ce seront les références qui ont bien fonctionné, qui sont performantes. En dessous, ce sera plutôt les références qui n'ont pas très bien fonctionné. Sur l'axe horizontal, on a plutôt les ruptures de stock pour comprendre sa performance via le prisme de ces ruptures. Est-ce que j'ai bien marché? Est-ce que j'ai été beaucoup rupté? Et donc ça, finalement, ça va donner une segmentation, une matrice en fonction de la zone à laquelle on appartient, avec à chaque fois une prise de décision, une action très concrète qui va pouvoir être prise en fonction de la zone à laquelle on est. Donc si vous vous souvenez tout à l'heure de Marie, la chef de produit qui avait besoin d'analyser son offre, quand elle se connecte à l'outil et qu'elle va regarder typiquement la zone en haut à gauche en vert clair, ça c'est des produits qui ont très bien fonctionné, qui ont mieux fonctionné que les autres sur le plan économique, donc en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, et qui n'ont subi aucune, voire très peu de rupture. Donc ça, c'est typiquement des références sur lesquelles il y a eu un engagement suffisant. Elle avait investi suffisamment du stock, et vu que ces produits-là ont bien marché, elle va souhaiter conserver son budget. Les références qui sont plutôt en vert foncé, en haut à droite, c'est des références qui ont très bien fonctionné, malgré le fait qu'il y ait eu un nombre important de ruptures de stock. Donc c'est des références qui ont été ruptées, mais qui ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu, qui ont quand même réussi à faire mieux que les autres, malgré un nombre important de ruptures. Donc là, il y avait peut-être un engagement qui n'était pas suffisant. C'est des références sur lesquelles Marie elle va souhaiter investir davantage. Sur les références plutôt en bas à gauche, en rouge, c'est des références qui n'ont pas bien fonctionné. Elles ont un score de performance en dessous des 50. Mais cette contre-performance, elle ne peut pas s'expliquer par un nombre assez faible de ruptures de stock. Puisqu'on voit qu'ici, il y a des ruptures qui sont faibles, voire nulles. Donc ça, c'est typiquement des références sur lesquelles Marie elle va plutôt souhaiter se désengager si elle est dans une logique de reconstruction de l'offre.
Et enfin, finalement, la dernière zone qui est en bas à droite, plutôt en orange, c'est des références qui ont moyennement fonctionné, mais là, on a un premier élément explicatif de cette contre-performance, puisque c'est des références qui ont été beaucoup ruptées, qui ont subi beaucoup de ruptures de stock. Donc là, c'est typiquement Marie avec sa connaissance métier qui va devoir statuer sur ces références. Est-ce qu'elle va devoir conserver son niveau d'investissement, l'augmenter, le réduire? C'est elle qui, en fonction du niveau des ruptures et en fonction du score de performance, va statuer sur ces références-là. Donc là, on voit que juste en hiérarchisant l'information, en la présentant d'une certaine manière, on présente vraiment quelque chose de directement actionnable par le métier, de manière assez simple, de manière assez intuitive, sans forcément avoir besoin d'une connaissance data très très développée. Finalement, il y a également d'autres éléments qu'on ne vous a pas montré ici, mais ce score, on l'a croisé avec d'autres choses, on l'a croisé avec la visibilité, pour voir si une référence n'a pas bien marché parce qu'elle n'était pas assez exposée sur le site internet. On l'a croisé également avec le recrutement, pour voir si une référence permet à la fois de générer beaucoup de ventes et également de recruter beaucoup de nouveaux clients. Donc si on pilote sa stratégie d'acquisition, on pourra mettre en avant ces produits-là. Et enfin, le dernier indicateur qu'on a utilisé, c'est la marge, pour voir si une référence se vend bien, mais elle suffit quand même à générer beaucoup de valeur pour l'entreprise. Donc là, typiquement, c'est soit des produits, si on voit qu'ils génèrent assez peu de marge, qu'on va assumer d'être plutôt des produits d'appel, des produits phares pour l'entreprise, soit c'est des produits sur lesquels on va ajuster sa stratégie de pricing en modifiant le niveau de prix. Donc là, on voit qu'avec tous ces éléments-là, finalement, on a utilisé une méthodologie assez robuste pour qualifier un besoin qui est vraiment partagé, qui est approprié par le métier, auquel on a répondu avec une solution qui est vraiment intuitive, qui est facile à prendre en main. Mais finalement, ces deux éléments, ils sont vraiment au service de l'actionnabilité pour permettre de directement avoir des actions concrètes par l'entreprise qui vont directement générer de la valeur. Mais pour ça, il faut encore que le business l'utilise et c'est pour ça que je vais laisser la main à Ingrid qui va parler de notre stratégie de déploiement et de diffusion. Donc, comme le dit Sacha, une bonne solution ne suffit pas à convaincre le métier de l'utiliser et à embarquer. Donc, il y a plein de clés pour embarquer le métier. La co-construction en est un, on l'a évoqué, hein, c'est un produit qui a été complètement co-construit avec les métiers. Mais il faut continuer l'effort, même après avoir livré les premières versions de l'outil. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est on base notre déploiement sur une stratégie de déploiement basée sur les power users. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Finalement, en quoi ça consiste. Ça consiste en l'identification de quelques utilisateurs clés parmi les métiers. Donc dans les métiers de l'offre, du digital, du contrôle de gestion. Et ces utilisateurs référents vont devenir en quelque sorte nos ambassadeurs, les ambassadeurs de l'outil auprès de leurs pairs. Et on va leur attribuer une mission toute particulière. On va leur demander de former les utilisateurs, de les accompagner dans l'utilisation au quotidien de la solution et d'identifier avec eux les nouvelles fonctionnalités qui vont être nécessaires au fur et à mesure de l'évolution de leur métier, puisque leur métier change aussi et cette solution, elle se veut évolutive et pérenne, donc on va devoir aussi s'assurer qu'elle évolue dans le temps. Et donc on va travailler avec ces power users pour s'assurer de l'adoption et de l'utilisation de la solution. Et finalement, quels avantages ils auront par rapport à nous? Donc nous qui sommes data, leur principal avantage, c'est que en fait, finalement, eux, ils vont relayer une expérience. Ils vont raconter quelque chose, ils vont raconter une histoire. Nous, on va les former de manière intensive sur la base de cas concrets. Hein. On va identifier avec eux des problématiques et on va les traiter via l'outil. Et ensuite, ce qu'on va leur demander, c'est de raconter cette histoire. Donc, on va passer d'une formation qui peut être purement théorique, hein, l'outil étant hyper intuitif, hein, qu'on pourrait dispenser, nous, côté data, à un retour d'expérience. Et on va vraiment leur demander de raconter cette histoire et ils auront certainement beaucoup plus d'écho que nous pour convaincre les futurs utilisateurs et notamment des personnes qui pourraient être réfractaires au travers des métiers, réfractaires au changement parce qu'on va leur demander de changer leurs habitudes, de changer d'outils, de changer de façon de voir. On ajoute plein d'axes comme la conquête client qui sont assez nouveaux pour ces métiers de l'offre.
Petit inconvénient de cette méthode, c'est qu'on le fait sur un temps un peu plus long, hein, pour embarquer les power users et les former de manière intensive. C'est un petit peu plus long parce qu'on va traiter des vrais cas d'usage. Et donc en parallèle, nous on a choisi quand même de fonctionner sur une méthode hybride où on a formé tous les volontaires, tous ceux qui voulaient y aller en avance de phase. On les a formés, une formation de 2 heures, assez théorique. L'outil est assez intuitif, donc ça fonctionne. Et en attendant, nous on continue de former les power users qui ensuite prendront le relais dans la durée et accompagneront leur pairs dans l'utilisation de cet outil. Et après, donc, parce qu'il y a une suite, on l'a évoqué, on veut que cet outil vive dans la durée, on veut qu'il soit utilisé en autonomie par le métier. Et donc, il y a 3 principes selon nous qu'il faut mettre en place. Le premier, c'est de définir avec les métiers des KPI d'adoption. Donc on les écrit avec le métier et on va les suivre dans le temps. Ça va nous permettre de monitorer l'utilisation et la bonne utilisation de l'outil dans le temps et d'identifier les pain points sur lesquels il faudra mettre en place des plans d'action pour lever ces freins à l'utilisation de l'outil. Le deuxième, c'est des rituels avec les power users qui, eux, sont au contact des métiers. La data s'efface complètement et laisse la main au métier. Donc, eux sont au contact des métiers et vont venir nous relayer les expériences et identifier avec nous les principales évolutions qu'il faudra mettre en place et les prioriser par la valeur et par l'accessibilité. Et la troisième, qui est dépendant du coup du deuxième point, le troisième principe, c'est de mettre en place des périodes de release à la manière d'un éditeur, des périodes où on va venir développer ces nouvelles features qui auront été identifiées par les métiers suite aux évolutions du métier. Pour l'instant, on n'en parle pas là, mais il y a tout un axe environnemental. L'entreprise va être pilotée par des indicateurs extra-financiers. Tous ces indicateurs-là, toutes ces dimensions d'analyse-là vont pouvoir entrer dans le score de performance ou constituer un axe d'explicabilité de la performance. Et donc, grâce à tout ça, nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire durer et de faire évoluer l'outil dans le temps au fur et à mesure des changements, du métier, puisqu'on a constamment des évolutions dans ces métiers-là, et donc du coup de faire vivre l'outil au rythme de ces évolutions. Voilà ce qu'on voulait vous présenter avec Sacha. J'espère que tout était clair pour vous et que cela vous sera utile. Ouais, merci à tous. On pourra prendre des questions et sinon on serait ravis de poursuivre nos échanges au stand D22 si c'est des problématiques qui font écho parmi vous. Merci à tous. Il n'y a pas de questions du coup? Non? Bon, Merci.